Bienvenue à tous et bienvenue dans les affaires mondiales en contexte. Merci beaucoup d'être présents. Comment appelez-vous une personne ou un groupe de personnes qui s'entêtent dans des idées et des politiques qui se sont déjà révélées être des échecs? Comment répondriez-vous à cette question? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme je l'ai partagé dans ma newsletter hebdomadaire sur Substack, le samedi 10 mai, la coalition des volontaires s'est rendue à Kiev pour rencontrer Zelensky. Le président français Macron, le premier ministre britannique Starmer, le tout nouveau chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre polonais Donald Tusk sont arrivés à Kiev le 10 mai. Et le même jour, Zelensky a annoncé un ultimatum inconditionnel à la Russie, un cessez-le-feu global de 30 jours à compter du 12 mai. Cette initiative est pleinement soutenue par les dirigeants européens et les États-Unis. Un cessez-le-feu inconditionnel, par définition, ne peut être soumis à aucune condition. Donc, si la Russie exige de telles conditions, comme par exemple que l'Europe ne puisse pas continuer à envoyer des armes à l'Ukraine pendant ces 30 jours, cela serait considéré comme un effort pour prolonger la guerre et saper la diplomatie. L'Europe affirme qu'il ne doit y avoir aucune condition, vous ne pouvez pas répondre avec vos propres conditions, Russie. Donc, bien sûr, cela est en soi inacceptable. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de coercition, et aussi parce que la Russie a spécifiquement déclaré qu'elle recherchait une solution à long terme au conflit. Elle veut une paix durable et ne souhaite pas un cessez-le-feu temporaire pendant que l'Europe réarme l'Ukraine, ce qui ne serait qu'un cessez-le-feu de nom. Devrait être telle qu'elle conduise à une paix permanente et élimine les causes initiales et originelles de la crise. La déclaration conjointe publiée par les dirigeants européens et l'Ukraine a indiqué que les parties étaient convenues que, si la Russie refusait un cessez-le-feu total et inconditionnel, des sanctions plus sévères devraient être appliquées à ces secteurs bancaires et énergétiques, visant les combustibles fossiles, le pétrole et la flotte fantôme. Ils se sont également mis d'accord pour adopter un 17e paquet de sanctions européennes solides et pour le coordonner avec les sanctions imposées par le Royaume-Uni, la Norvège et les États-Unis. De plus, ils ont convenu de poursuivre les travaux sur l'utilisation efficace des avoirs russes gelés et d'aborder cette question lors du prochain sommet du G7. Par conséquent, il est juste de conclure que ces exigences ne sont pas ancrées dans la réalité et ne tiennent pas réellement compte des intérêts précédemment communiqués de la Fédération de Russie. L'Europe dit en substance, « Regardez, nous savons ce que vous voulez, mais nous allons continuer à l'ignorer. » Alors, acceptez le cessez-le-feu pendant que nous nous engageons à réarmer l'Ukraine pour poursuivre le conflit, ou nous vous imposerons de nouvelles sanctions. Les 16 précédents paquets de sanctions ont-ils réellement fonctionné? Non. Le président russe Poutine a répondu à l'ultimatum tard dans la nuit du samedi 10 mai. Alors que des représentants de la presse russe, américaine et britannique se rassemblaient au Kremlin, Vladimir Poutine a proposé de reprendre des pourparlers de paix directs avec l'Ukraine à Istanbul le 15 mai. Il a déclaré que la Russie était intéressée par des initiatives de paix à long terme et a proposé d'organiser des discussions directes avec Kiev. Il a de nouveau souligné la nécessité pour toutes les parties concernées de s'attaquer aux causes profondes du conflit et a ajouté que toute personne intéressée par la paix accepterait l'offre de reprendre des discussions directes dès que possible. Poutine prévoit de s'entretenir avec le président turc Erdogan le dimanche 11 mai pour organiser la visite. Malgré tout, nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations qu'elles ont interrompues à la fin de 2022, de reprendre des discussions directes. Et je tiens à le souligner, sans aucune condition préalable. Nous proposons de commencer sans plus tarder, jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul,
là où elles ont eu lieu auparavant, là où elles ont été interrompues. Il a réaffirmé que la Russie a toujours été prête et ouverte aux négociations, mais qu'exercer des pressions sur la Russie pour obtenir un cessez-le-feu temporaire, sans discuter de la paix à long terme et de solutions durables, est inutile. À présent, Trump envisage d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie en ce moment. Ce nouvel élan de coercition économique contre la Russie témoigne d'un certain degré de désespoir. Car il est évident que les États-Unis disposent de très peu, voire d'aucun, levier sur la Russie. Ainsi, l'affirmation de Trump selon laquelle « je mettrai fin à la guerre en 24 heures » a lamentablement échoué. C'est très clair à l'heure actuelle. J'aimerais maintenant me concentrer sur l'aspect financier, sur les sanctions et les avoirs souverains russes gelés. Le 9 mai, l'UNEP a annoncé un engagement financier important pour soutenir l'Ukraine, promettant 1 milliard d'euros, soit environ 1,1 milliard de dollars, provenant des intérêts générés par les avoirs de la Banque centrale russe gelés. Ces avoirs, qui s'élèvent à environ 280 à 330 milliards de dollars, ont été gelés par les pays occidentaux, principalement en Europe, mais il existe aussi des fonds détenus dans des banques américaines. Pour être clair, les intérêts que vous gagnez sur votre compte bancaire vous appartiennent. Imaginez que votre banque vous dise « Oui, on ne vous aime pas vraiment, ni ce que vous faites. Donc nous allons garder les intérêts générés par votre compte bancaire et les utiliser comme bon nous semble. » La décision de diriger ce financement vers l'Ukraine montre que l'UQML cherche à renforcer son soutien militaire à Kiev, alors même que le président américain Trump continue de critiquer le niveau de l'aide américaine à l'Ukraine. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, s'exprimant depuis Lviv, en Ukraine, a souligné l'urgence et l'importance stratégique de cette aide. Elle a déclaré « Nous venons de débloquer 1 milliard d'euros pour l'industrie de défense ukrainienne afin que l'Ukraine puisse mieux se défendre. » On n'entend pratiquement jamais Kaja Kallas, la principale diplomate de l'ULOMER, parler de paix en Ukraine ou ailleurs. Elle a également souligné que les fonds bénéficieraient directement aux entreprises de défense ukrainiennes et permettraient d'obtenir encore plus d'aide militaire dans les mois à venir. Ainsi, alors que l'UQML propose un cessez-le-feu temporaire de 30 jours, elle se prépare clairement à continuer de financer la guerre par procuration contre la Russie et elle l'affiche de manière très ouverte et directe. Le ministre belge des Affaires étrangères, Prévost, a proposé que les gouvernements occidentaux concluent des accords juridiques pour partager le risque financier lié au maintien du gel des avoirs de la Banque centrale russe, en particulier si les sanctions de l'Union européenne ne sont pas renouvelées à l'avenir. Bien sûr, j'en ai déjà parlé, j'ai mentionné que la Hongrie pourrait ne pas soutenir le renouvellement de ces sanctions. C'est pourquoi l'UE est très nerveuse en ce moment, pensant que si la Hongrie intervient et refuse de renouveler les sanctions, il faut mettre en place quelque chose, comme les accords évoqués ici, pour s'assurer que ces avoirs souverains russes restent gelés. S'adressant à Reuters, Prévost a déclaré que devrait veiller à ce que les avoirs russes restent gelés, même si l'unité européenne venait à échouer. La majorité de ces fonds sont détenus dans l'institution financière Euroclear, basée en Belgique. Les responsables européens craignent que si ces sanctions venaient à expirer, ces fonds pourraient devoir être restitués à la Russie, et ils veulent empêcher que cela ne se produise. Ils ne veulent pas rendre ces fonds. Saisir les avoirs souverains russes équivaut tout simplement à du vol et constitue une violation des normes internationales. Ce n'est pas vraiment sujet à débat ou à discussion. Il existe un droit international qui traite précisément de cette question. De plus, comme je vous l'ai indiqué hier, ce genre d'action explique pourquoi la majorité mondiale cherche à réduire les risques liés aux actifs libellés en dollars américains
et aux institutions financières dirigées par l'Occident, telles que le FMI et la Banque mondiale. Donc, ça se retourne contre eux, ce qu'ils font se retourne contre eux. Mais les conséquences à long terme de ces actions sont complètement ignorées, car les ambitions à court terme de maintenir le conflit sanglant éclipsent toute voie de raison dans l'UE et en Europe en général. Merci beaucoup de regarder. N'oubliez pas de montrer votre soutien, cela compte beaucoup. Aimez, abonnez-vous et partagez. Et abonnez-vous à worldaffairsandcontext.com, mon Substack. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Passez une excellente journée et je vous retrouve ici demain. Au revoir pour l'instant.